Questions pour réfléchir par Caroline Eliachev avec Judaïsme en mouvement. Chaque soir, la pédopsychiatre, psychanalyste et essayiste reçoit et réfléchit à 3 questions essentielles que vous vous posez pendant le confinement. Fabien, donc bonjour, j'ai 47 ans, j'ai une vie maritale avec un adolescent de 15 ans à la maison et un enfant de 18 mois qui m'occupe beaucoup et j'habite en fait dans les Hauts-de-Seine, dans une maison. Professionnellement, en fait, je suis vice-doyen en charge de l'innovation et de la valorisation de la recherche dans un établissement d'enseignement supérieur et donc avec une activité d'enseignant-chercheur. Je vis un confinement plutôt confortable matériellement, j'ai de l'espace, j'ai pas de perte de revenus, donc j'ai ce privilège-là. Même si le Covid a créé une urgence très forte sur le plan professionnel, stimulante aussi, mais très complexe pour faire évoluer les systèmes d'apprentissage et transformer les modalités pédagogiques sur le plan pratique. Voilà, donc je suis très à l'aise dans ce travail à distance pour être dans un cadre professionnel très international, même si là, on a poussé les choses un peu à l'extrême. Donc de tout ça, en fait, des choses finalement très positives. C'était finalement mes premières réactions sur un plan pratique, dans le fait de réagencer mon agenda et ma vie. Donc la question première qui me vient, c'est finalement comment je vais arriver à capitaliser sur tout ça, même si le fait de le dire comme ça est déjà très performatif, mais je me dis il y a plein de belles choses en tout cas, ne serait-ce que de pouvoir vivre cette expérience-là, d'échanger avec vous aujourd'hui. C'est des choses un peu nouvelles, donc il y a plein de belles choses humaines et sociales aussi qui ressortent. Donc comment je fais pour garder le cap là-dessus et pas être dans une fuite en avant. Voilà, c'est ma première interrogation très pratique. Il me semble que vous êtes dans un domaine où ce qui se passe booste à la fois vos compétences ou vos compétences supposées, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous êtes amené à aller de l'avant peut-être plus vite que vous ne l'aviez pensé. Enfin, je pense que vous étiez déjà dans ce mode de réflexion parce que c'est votre métier, d'après ce que je comprends. Et d'une certaine manière, ça accélère ce que vous avez à faire. Donc, comment vous allez faire pour la suite? Moi, j'ai pas la réponse, mais je pense que déjà vous êtes dans cette interrogation qui est une interrogation assez générale. Il y a eu pour nous qui sommes dans des bonnes conditions, des choses extrêmement positives concernant la situation. Comment est-ce qu'on va faire après pour en garder le positif, si tant est qu'il puisse être gardé, parce qu'il correspond quand même à une situation particulière. Donc je pense que la question que vous posez est intéressante parce qu'il me semble qu'elle concerne à peu près tout le monde, à savoir comment on va faire pour garder les bonnes choses? Est-ce que ça va être possible de garder les bonnes choses? Et effectivement, comment on va réorganiser ce qui nous a paru mieux pendant cette période de confinement? Et est-ce que ça sera possible quand nous serons déconfinés? Et je ne sais évidemment pas comment chacun pourra y répondre. Alors, il me semble aussi, ce que j'ai entendu dire, je ne sais pas si vous le confirmerez, que parmi les étudiants en école de commerce, certains d'entre eux se sont très sérieusement posé la question du sens de leurs études et de leur engagement. Ils se sont aperçus, peut-être pour la première fois de leur vie, que ce qu'ils s'apprêtaient à faire, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus utile pour la société, toute proportion gardée bien entendu. Et donc, il me semble qu'il va y avoir, il est possible, disons, qu'il y ait des réorientations chez ces étudiants qui se sont dit, mais à quoi ça va servir ce que je fais? Vous dites que vous travaillez beaucoup à l'international. L'international n'est pas sans poser quelques questions extrêmement sérieuses. On entend beaucoup parler du Covid, du déconfinement, etc. On n'entend pas tellement parler de ce que la Chine est en train de faire justement commercialement pendant cette période. Et je pense aussi que vous et vos étudiants, vous allez même peut-être avoir à réfléchir à la question. La position de l'Allemagne est quand même très inquiétante. Je veux dire, si vous êtes dans ce domaine, l'Europe, l'international, etc., il y a des questions majeures qui vont se poser au moment où les activités vont reprendre. Donc, je ne doute pas que vous soyez très sensible à ces questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, les observants, cette quête de sens, elle n'est pas neuve, mais évidemment, elle crée ça crée une actualité encore plus brûlante. Et c'est un des sujets sur lesquels on travaille aussi, et qui finalement
on crée même cette résonance personnelle et mon engagement dans le quotidien. Et finalement, sans livrer des grands secrets, pour le formuler, souvent on a évoqué qu'on devait devenir acteur de la société. Enfin, ce terme d'acteur est souvent un peu un mot valise, mais qui dit beaucoup de choses. Et finalement, le passage pour intégrer cette quête de sens qu'on est en train de faire et qui est un enjeu de transformation fort de l'apprentissage et des contenus aussi qu'on véhicule, c'est de passer de l'acteur à l'auteur. Et ce passage-là, en fait, il est très fort, puisque être acteur, c'est finalement potentiellement jouer avec un certain talent qu'on cherche à développer chez les étudiants, mais considérant que c'est pas eux qui ont écrit le texte, ou très peu. Et donc, ils ont que la capacité finalement à l'agencer. Et devenir auteur, ça veut dire qu'on met un peu plus son grain de sel dans tout ça, et ce qui n'est pas forcément la façon dont sont construites les organisations aujourd'hui. Ce qui finalement est une façon d'expliquer beaucoup d'entrepreneuriat, de volonté de changer, de dire qu'il faut tout de suite et maintenant. Et finalement, cette notion-là, qui est peut-être un peu marginale pour certains étudiants, va devenir quelque chose de plus nécessaire à tout le monde, d'être auteur. Et peut-être que les débats qu'on entend de ci, de là sont un peu cette espérance-là qu'on essaye de formuler plus ou moins facilement. Même si, alors c'est ça qui est un peu surplombant, l'ensemble des travaux de recherche, quand on regarde un peu le recul sur les crises comme celle-ci, démontrent que c'est tout l'inverse qui se passe souvent, quoi. C'est la peur génère un peu pas de confinement, mais finalement de cloisonnement. Souvent, c'est plutôt des poussées à droite, sachant que les forces progressistes sont plutôt un peu disparues. Donc, il y a cette espérance qui renvoie aussi à une réalité qui est pas la même. Alors, est-ce que les étudiants, justement, qui sont la force vive en France comme à l'international, sauront relever ce défi? C'est pas si simple quand même, parce qu'ils sont aussi prisonniers de ces peurs. Mais en tout cas, on essaye de cheminer pour leur donner la capacité à la fois faire face à cette complexité du monde, parce qu'ils n'entrevoient pas toujours, c'est pas toujours si facile que ça. Il faut être quand même très éclairé, mais une fois qu'on sait la difficulté dans lesquelles on peut se trouver, c'est encore une autre paire de manches que d'être capable de construire autre chose. Ça fait résonance avec la situation que je peux vivre aussi personnellement, en fait, d'où l'engagement fort. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va leur falloir un peu de courage? En fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que finalement, là, j'évoquais des interrogations sur un plan plutôt pratique, de dire comment je capitalise dans ma vie, comment je me lève moins tôt le matin pour aller prendre un avion, faire des choses qui sont peut-être pas nécessaires. Sur le plan émotionnel, finalement, c'est ça. C'est une fois qu'on a cette construction intellectuelle qu'on peut tous avoir à travers notre prisme de compétences, notre expertise, c'est voilà, qu'est-ce qui est lié à la personne, au tempérament, et donc qui implique effectivement courage, peut-être abnégation, j'en sais rien, souci de l'autre, enfin plein de choses qui ne sont pas écrites sur le CV. Quand on a un CV, on dit sur ce qu'on sait faire, mais après quand on est face à un peu l'exceptionnel, c'est son tempérament, c'est autre chose qui se joue, on est un peu plus seul en face de soi, et ce côté un peu reset, ouais, c'est du courage. Donc alors est-ce que c'est une bulle en fait qui finalement nous fait un peu plaisir d'agiter, ou est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? C'est un peu aussi le lien avec la question du politique pour chacun. Bon, voilà, donc ça chemine en tout cas en moi. Donc vous allez avoir, enfin je suppose que dans les innovations que vous allez proposer, vous êtes peut-être isolé, mais vous ne pouvez être qu'en lien avec énormément de personnes. C'est-à-dire, il va falloir un peu concrétiser tout ça en écoutant les uns les autres et en essayant de construire ensemble quelque chose, et que ceux qui ont plus de courage que les autres puissent en entraîner d'autres, et trouver effectivement un sens qu'ils n'avaient peut-être pas prévu au futur métier qu'ils exerceront. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, en fait, parce que donc il y a la question de comment finalement je fais dans cette vie matérielle avec ce nouveau contexte. Il y a cette dimension que je qualifie d'émotionnelle qu'on a évoquée sur l'après, le rapport au monde dans tout ça. Et puis finalement, l'autre question, c'est que ce qui est souvent un peu ma faiblesse, mais qui se pose à moi, c'est de dire, bon, ok, en fait, il n'y a que le présent qui compte, c'est maintenant tout de suite. C'est-à-dire que lundi, en fait, on déconfine, donc qu'est-ce que je fais? Et j'ai du mal finalement à répondre à ça, à qui je dois voir, comment, professionnellement, personnellement, la famille, etc. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la prise de risque? Vivre, c'est forcément prendre des risques, donc on ne va pas rester confiné, certes, mais jusqu'où on doit aller, sachant qu'en plus, on ne sait pas de quoi on parle. C'est-à-dire ce virus, on le connaît mal, c'est prendre des risques pour soi, c'est déjà une chose, il faut les mesurer, mais en fait, on prend aussi des risques pour les autres en prenant pour soi. Donc je me dis finalement, quel est le bon équilibre dans tout ça?
Alors, effectivement, tout le monde se demande ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire du déconfinement. Est-ce qu'on va se déconfiner ou pas? Pendant un moment, on aurait pu avoir l'illusion que se déconfiner, terme qu'on ne connaissait pas auparavant, c'était reprendre la vie normale. Il est clair que c'est pas ça. Et donc, chacun va avoir à mesurer quelle est sa responsabilité personnelle, c'est-à-dire se protéger et protéger la collectivité. Et donc, selon qui on est, est-ce qu'on fait partie des personnes à risque ou pas, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité de sortir ou pas, quelles mesures je vais prendre pour me protéger et protéger les autres. Voilà, chacun individuellement, selon sa situation personnelle, va se poser ces questions et doit y répondre. Il doit y répondre, c'est-à-dire prendre un certain nombre de décisions, à la fois pour soi et pour la collectivité, pas seulement pour soi. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. On ne se dit pas en sortant qu'est-ce que je dois faire pour me protéger, pour protéger les autres. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut aussi raison garder, c'est-à-dire que en prenant des précautions, on va aussi protéger la collectivité et les services hospitaliers, et qu'on doit pouvoir quand même élargir un petit peu le champ de sa vie qui est quand même extrêmement restreint. Mais chacun individuellement, en fonction de son âge, de sa situation personnelle, de sa situation familiale, etc., se pose ce genre de questions et doit apporter des réponses. En fait, ça pose la question de la responsabilité de manière très directe finalement. Oui, c'est ça. Exactement, c'est sa responsabilité personnelle vis-à-vis de son entourage proche et vis-à-vis de la collectivité. On n'a pas tellement d'occasions dans la vie habituelle, quand on sort de chez soi, de se poser ce genre de questions. Donc c'est intéressant parce que peut-être que ça déborde aussi le champ de la protection vis-à-vis du virus, et on est amené à se poser des questions, effectivement, de façon plus générale sur sa responsabilité personnelle, la responsabilité que l'on a vis-à-vis des autres et réciproquement, et ce que l'on doit à la société qui, elle aussi, nous apporte des choses. C'est l'occasion, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais en tout cas, il faut s'en saisir. Oui, ce qui montre qu'on est très dépendant finalement et que souvent on se replie sur soi, mais c'est très juste le fait qu'on doit beaucoup à la société et finalement dans nos actes du quotidien, ça nous permet de le rappeler, de le révéler. Et donc justement tout à l'heure, je retombais sur un livre sur 5000 ans de dette de David Graeber qui est passionnant parce qu'en fait il apprend la question de la dette pas simplement sur le plan financier mais sur le plan de tout ce qu'ont construit nos aïeux avant et qu'on leur doit d'une certaine façon, mais qui aussi a un poids psychologique. Et c'est vrai que c'était quand même très étonnant de voir et très beau aussi, qu'à 20h, les gens dans la rue applaudissent pour remercier les soignants qui sont au front aussi. C'est à la fois fort et en même temps, ils ne sont pas les seuls non plus. Mais donc ça montre bien en fait les interactions qu'on a et la fragilité et le besoin de vivre ensemble de manière plus harmonieuse, quoi. Oui, moi j'ai l'idée, si vous voulez, que tout ce qu'on a reçu, tout ce que l'on a reçu, on doit le transmettre. C'est-à-dire, on ne va pas rembourser, entre guillemets, à nos aïeux, mais si nous avons reçu, nous devons et nous pouvons transmettre. Et donc, nous sommes dans cette chaîne. Alors, effectivement, en particulier pour les enfants, certains d'entre eux, à partir, on va dire, de l'âge de 7, 8 ans, 10 ans, réalisent pour la première fois de leur vie qu'ils sont interdépendants des uns des autres et de la société entière. Ils savent, bien entendu, qu'ils sont dépendants de leurs parents et qu'ils vont justement avoir à s'en dégager. Bon, ça, c'est une évolution habituelle, mais ils ne se rendaient pas compte du fait qu'ils étaient dépendants et de la société et de leurs petits camarades, et qu'ils avaient eux aussi une responsabilité sur laquelle ils pouvaient agir. Ils n'étaient pas seulement passifs à subir les injonctions parentales, par exemple, mais qu'ils pouvaient être actifs au niveau de la société. Je pense que c'est une expérience assez exceptionnelle pour les jeunes, si tant est que, évidemment, la situation ne soit pas trop pénible pour eux. Donc, ce qui montre bien ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, et de nous aider en fait à se construire finalement dans cette adversité, plus ou moins relative selon les situations. Absolument. Bon, on va s'arrêter là. Dans le cadre d'une permanence de solidarité mise en place par l'OSE, des psychiatres et psychanalystes de Judaïsme en mouvement se sont engagés.
Si vous avez besoin de parler, de poser des questions, de partager vos inquiétudes, appelez le 09 70 68 34 35.